Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ce sont des événements très graves qui se déroulent en Europe. 19 drones russes qui ont pénétré en Pologne. On va en voir les images en profondeur dans le ciel de ce qui est à la fois l'OTAN et l'Union européenne. En profondeur, plusieurs centaines de kilomètres. Ce soir, la Pologne dénonce une agression. Elle en appelle aux autres membres de l'Alliance. Elle demande de mettre en œuvre l'article 4. Dites un mot de cela. Déjà, le degré de gravité que suppose ce moment l'article 4 de l'OTAN. Alors l'article 4, c'est l'article qui précède le 5. Curieusement, et en gravité, en intensité et en obligation. Le 4, c'est la concertation obligatoire des membres de l'Alliance sur l'agression éventuelle d'un membre qui précède le 5, c'est-à-dire l'appel à l'aide et la riposte graduée ou volontaire des membres de l'Alliance pour venir à l'assistance d'un pays agressé. C'est donc un niveau très élevé. C'est un peu comme DEFCON 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez, le niveau de mise en alerte des systèmes nucléaires américains. Là, on est quasiment juste avant un état de guerre potentielle ou un état de soutien à un pays agressé. Ce n'est pas la première fois, c'est la 8e fois que l'article 4 est appelé, dont 3 fois sur la question ukrainienne. Mais avant la question ukrainienne, on n'en avait pas entendu parler quasiment pendant les 20 ou 30 années précédentes et relativement peu et uniquement pour des tensions relatives. Donc l'essentiel étant en 83 lors de ce grand exercice militaire de l'OTAN qui avait amené les Russes à croire qu'ils étaient au bord d'une guerre nucléaire à cause d'une erreur de radar. Sur l'ampleur de ce qui s'est passé, 19 drones, hein, ça ne peut pas être le fait du hasard. Non, alors d'abord ce ne sont pas des essaims parce qu'il n'y a pas de 19 drones en essaim. Donc ça c'est une vraie erreur de calibrage. Jamais sous-estimé. Michel Rocard expliquait qu'en matière de grandes catastrophes, il fallait jamais sous-estimer la part de la connerie par rapport à celle du complot. C'est une de vos citations favorites. Oui, la connerie est à la portée de tous et donc largement répandue. Le complot nécessite beaucoup d'intelligence et d'organisation, c'est très rare. Fin de citation, hein, c'est de Michel Rocard, pas de moi. Mais en la matière, il ne faut pas sous-estimer cette capacité. Par contre, le fait qu'ils aient pénétré aussi nombreux et aussi en profondeur relève plus probablement de la vraie provocation, dont on se demande d'ailleurs quel est l'intérêt, si ce n'est de montrer à nouveau la faiblesse de l'Union européenne et quelque part de l'Alliance, de pousser éventuellement Donald Trump dans ses retranchements, alors que le nouveau patron, le commandant militaire américain de l'OTAN est plutôt un dur et pas un mou, ce n'est pas un faible, il est assez carré dans ce qu'il explique, et ça tombe le jour où il y a un Conseil de l'Atlantique, aujourd'hui, qui se réunissait nonobstant l'intrusion des drones. On entendra tout à l'heure l'ambassadeur de Pologne sur ce plateau, Jan Rogiszewski. La gravité de ce qui se passe, c'est par exemple, elle se marque dans le fait que l'aéroport de Varsovie, c'est une grande capitale européenne, ce matin, pendant plusieurs heures, l'aéroport de Varsovie a été fermé. Je crois que c'est la première fois depuis 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale, que l'aéroport de Varsovie, pour une raison de défense militaire, est fermé. Alors, il y a eu des moments où, notamment dans les affaires de Prague ou dans les affaires de Budapest, au moment où l'Union soviétique a appelé le pacte de Varsovie à intervenir pour mettre fin à des révoltes populaires, il y a eu des restrictions importantes sur les aéroports pour que les forces militaires russes puissent circuler dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est la première fois que l'aéroport de Varsovie, en période de paix et en tout cas post-chute du mur de Berlin, est fermé. Est-ce qu'on essaye d'atténuer? Moi, je suis frappé dans une capitale occidentale d'une forme de... Ah oui, il faut voir, on va voir, est-ce que c'est une provocation? Enfin, quand même, imaginons un instant, 300 à 400 km, on faisait le calcul avec mes collègues en rédaction il y a un instant, c'est comme si des drones russes, ou allemands, s'ils venaient d'Allemagne, arrivaient au-dessus de Paris. Oui, on est dans un degré... C'est exactement ça. C'est extrêmement grave. Oui, mais c'est la trouille, la sainte trouille, le trouillomètre à zéro, ce qui est la marque de fabrique, paradoxalement, de l'Union européenne, à part peut-être la Grande-Bretagne et la France, qui ont toujours eu, pour des raisons de posture, y compris nucléaire, semi-nucléaire pour la Grande-Bretagne, ça m'amènera à avoir enfin un vrai débat avec Bruno Tertrais chez vous un de ces jours. Il sera ravi. Oui, je sais, il attend. Vraiment il nucléaire. Mais on s'aime beaucoup, en fait, curieusement. Mais imaginons un instant, si les Américains, imaginons un instant la réaction de Trump, si des drones, je sais pas, chinois ou russes arrivaient au-dessus de Washington. C'est dans ce degré de gravité. Ah, mais là, il n'y aurait pas eu de débat. Mécaniquement, le NORAD, qui est installé pas très loin au Colorado, sous la Cheyenne Mountain, aurait réagi et des contre-mesures auraient été prises presque automatiquement. Même s'il venait du Canada, on parle de l'Union européenne, s'il circulait au-dessus de l'Alaska. Alain Bauer, pendant des semaines, j'ai entendu sur ces plateaux des gens vous dire l'Union européenne, alors là, vraiment, c'est un pour tous, tous pour un. L'article, je sais plus quoi, 49. Mais ils sont pas automatiques. Donc on comprend qu'il n'y a rien d'automatique et surtout il n'y a rien de très courageux là. Non, c'est des mous.
C'est des mots parce qu'ils à ce ont... point-là. Mais d'abord parce qu'il n'y a pas de défense anti-drone en Europe, nulle part. Les seuls qui ont vaguement une défense anti-drone, c'est les Français, avec le Samba qui protège nos bases militaires essentielles, notamment nucléaires. Et nous avons tout misé sur une idée farfelue qui n'est pas celle du général de Gaulle, qui a été déstructurée, modifiée, un mensonge stratégique sur le thème la dissuasion nucléaire nous protège de tout. Ce n'est pas vrai, et ce n'est plus vrai depuis 2001, l'attaque du World Trade Center, du Pentagone, voire même de la Maison Blanche ou du Capitole, puisqu'on n'a jamais su exactement où le 4e commando, d'ailleurs pour être plus précis, voulait faire tomber cet avion, et seule la révolte des passagers avait permis que ça ne se produise pas. Donc il y a un problème particulier, c'est que comme nous ne sommes pas prêts à une éventuelle attaque de drone sur notre propre territoire, puisque nous n'avons pas investi dans le dôme de fer, nous avons un petit système de protection, nous n'avons pas de vraie défense opérationnelle du territoire. Il faut rendre hommage au général de Villiers, au général Burkhardt, l'un qui s'est fait taper dessus et l'autre qui vient de quitter ses fonctions, qui ont tous les deux expliqué que notre défense avait été réduite dans le même état que notre école, notre système de santé ou notre sécurité publique. Risque maintenant de l'engrenage. Je vous lis ce que dit le Tusk, le Premier ministre. Il y a deux autorités en Pologne. Il y a le président qui est nationaliste, qui est surtout très ami de Trump, qui est plutôt un conservateur, et Tusk, le progressiste très pro-européen. Cette nuit, l'espace aérien polonais, c'est Tusk qui parle, a été violé par un grand nombre de drones russes. Les drones qui représentaient une menace directe ont été abattus. C'est la première fois que des drones russes sont abattus au-dessus du territoire d'un pays membre de l'OTAN. Y compris par des avions néerlandais. Oui. Dans le cadre de la défense de l'Alliance. Donc là, il y a une fois à marcher. Là, il y a une réaction. Mais sur l'instant. Sur l'instant. C'est pourquoi tous nos alliés prennent cette situation très au sérieux. Nous n'avons enregistré aucune victime. Arrêtons-nous, comme vous le dites, à ces avions. Il y a quand même là eu une réaction, puisque trois drones ont été abattus, notamment avec le concours d'avions de chasse furtifs F-35. Oui, et des Néerlandais, il me semble. Néerlandais, absolument. Ouais. Et donc, oui. Alors, sur le moment, comme nos avions au-dessus de la Roumanie ou des pays baltes volent, en cas d'intrusion immédiate et de volonté d'action, le commandement intégré de l'OTAN, en accord avec les forces nationales, peut réagir pour protéger sur le moment. La question, c'est que sur le moment, les militaires savent faire leur métier. Ce sont, comme d'habitude, les politiques qui ne savent pas faire la suite. La suite, c'est... Le Conseil de l'Alliance se réunit aujourd'hui. Il devrait y avoir demain une décision, ou cette nuit, une décision disant, écoutez les gars, puisque c'est comme ça, les forces d'interposition vont commencer à pénétrer en Ukraine, par exemple. C'est un message que comprennent très bien les Russes. Les Russes, c'est l'escalade pour la désescalade. Et tout à l'heure... Tu tapes d'abord, tu discutes ensuite. Nous sommes dans pas d'escalade, toujours en retard d'une guerre. Nous venons une nouvelle fois d'être en retard d'une guerre. Soit c'est une provocation, soit c'est une erreur. En tout état de cause, c'est un événement stratégique. Il ne peut y être répondu que par une action et pas simplement du blabla. Est-ce que là, et c'est ce que dit à peu près Zelensky, ce soir, le président Zelensky réagit dans la tonalité que vous dites. Malheureusement, à l'heure actuelle, la Russie n'a pas reçu de réponse sévère de la part des dirigeants mondiaux face à ces agissements. Une réponse qui se traduirait par des mesures concrètes. Lui, alors il est évidemment dans son rôle, considère que et l'OTAN et l'Union européenne, il dit les Occidentaux en général, pour l'instant, n'ont pas réagi. C'est vrai. Ils n'ont pas réagi, ils ont la trouille. Ils ont la trouille de si on y va, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont toujours pas compris. D'ailleurs, il faudrait qu'ils lisent la doctrine militaire russe. Elle date de l'Empire tsariste. C'est un colonel de l'Empire qui a écrit la doctrine. Elle n'a pas bougé, juste le nucléaire en plus et des nouveaux équipements. Les Russes ont des moyens, ils sont considérables. Il faut faire un choix. Soit l'aplatissement. C'est un choix qui semble être fait assez régulièrement par l'Union européenne, mais au moins il faut assumer jusqu'au bout. Courage, aplatissons-nous. Oui, l'Ukraine, c'est pas chez nous, ça n'a jamais été chez nous. Après 89, on avait dit qu'on s'en occuperait pas plus que la Géorgie et Kaliningrad. On est dans le cadre de pas un pouce, pas un centimètre à l'est, ce qui avait été le deal avec Gorbatchev. On a certes avancé sur l'ensemble des pays du pacte de Varsovie, mais pas sur ces trois-là, parce qu'on a respecté ça. Bon, depuis 2014, il s'est passé des choses. Les Russes pensent que c'est un coup d'État, les Ukrainiens pensent que c'est une révolte populaire, etc. Mais il faut faire un choix, on ne peut pas être entre les deux tout le temps. La grande inquiétude de toute la région, les Baltes, il faut s'imaginer, parce qu'au moins la Pologne a une très puissante armée. Je crois oui, la plus puissante armée conventionnelle d'Europe. Donc ils ont des moyens de
résister. Mais les Baltes, les petits Baltes, parce que ce sont des petits pays, ministre des Affaires étrangères lituanien, personne n'est en sécurité. Déclaration du jour. Personne n'est en sécurité dans la région. Personne n'est en sécurité en Europe et dans l'OTAN. Ce sont des incidents qui nous rapprochent d'une escalade où tout le monde sera impliqué dans quelque chose que nous voulons éviter. Écoutez, je vais vous dire ce que dit M. Karaganov. Sergueï Karaganov, c'est le concepteur de la doctrine stratégique eurasienne. Je cite, « La guerre est dans les gènes des Russes. Nous irons jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas faire autre chose parce que la restructuration de l'Empire est un élément essentiel à la survie de la Russie, la Rodina, c'est-à-dire l'idée de l'âme slave. » Il le dit, il l'écrit, il ne le cache pas. Je recommande la lecture de l'excellent Grand Continent de mes collègues qui est paru le 7 juin. Il faut lire le russe dans le texte. C'est pas nous qui le disons, ce n'est pas de la mauvaise foi ou de la méchanceté. Comme quand je vous donne les chiffres des finances russes de la Banque centrale de Russie et que je renvoie tous les trolls de la planète en général qui ne lisent pas bien le russe ni l'anglais à lisez ce que disent les Russes. Ils le disent, ils l'annoncent, ils le proclament, ils le soulignent, ils le crient, ils le hurlent. Croyons-les. Le scénario de l'engrenage, c'est ce que nous sommes en train de vivre. On verra jusqu'où, Tusk, toujours, Premier ministre polonais. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un conflit ouvert. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une guerre totale de l'autre côté de la frontière russo-ukrainienne. Mais nous sommes déjà au-delà de simples provocations dans notre ciel. Et peut-être que nous devons aujourd'hui répéter clairement et avec force, la Pologne a un ennemi qui ne masque pas ses intentions hostiles derrière ses frontières. Mais ce ne sont pas des intentions, ce sont des actes. Ça, c'est une erreur. Il faut la régler. C'est pas la première fois. Les Russes ont abattu un avion de ligne d'une compagnie civile avec des centaines de passagers, dont des Hollandais dedans. Les Russes ont indiqué à plusieurs reprises que, bêtement, ils avaient ciblé un objectif civil, mais que l'obus était parti tout seul, à l'insu de son plein gré. Là, on est dans une situation nouvelle où il faut parler aux Russes le langage des Russes. Le but n'est pas l'escalade pour l'escalade, mais comme le but est l'escalade pour la désescalade, eh bien, il faut faire de l'escalade pour la désescalade. Ça ne veut pas dire envoyer des troupes armées, ça veut dire donner le signal que désormais il s'est produit quelque chose cette nuit et que le niveau de négociation vient de s'élever. Ce qu'attendent les Russes d'ailleurs, ils vous disent eux-mêmes, si Joe Biden n'avait pas dit à la question, bon d'accord, vous nous annoncez que les Russes vont envahir l'Ukraine, que feriez-vous s'ils le font? Réponse, rien. Le rien était un feu vert pour l'invasion de l'Ukraine. Prenons la carte de la région, puisque c'est ce que disent les Polonais, c'est ce que disent les Baltes, le risque existe. Les Roumains, les Moldaves. Alors là, restons au nord de ce qu'est maintenant le rideau de fer. Prenons tout le rideau de fer. Regardez la carte, regardons-la ensemble. Quand on voit ici exactement, et notamment ce corridor de Suwałki, tous les Polonais disent la Troisième Guerre mondiale peut commencer là. Pourquoi ? Alors je ne crois pas, parce que c'est le seul endroit probablement où ni les Russes, ni les autres, ni les Ukrainiens, ni qui que ce soit ne veut mettre le doigt. D'abord parce qu'il est nucléarisé et qu'il est annoncé comme nucléarisé, que c'est vraiment avec Géorgie, Ukraine, Kaliningrad, c'est-à-dire le corridor qui permet de rejoindre Kaliningrad, cette enclave ex-Königsberg nettoyée par les Russes et qui est vraiment un endroit géostratégique essentiel à leur survie. Personne ne touchera jamais Kaliningrad, et tant mieux. La question, elle est aujourd'hui de dire aux dirigeants russes, au-delà des paroles, il y a des actes. Les actes, ça a été la fourniture d'armes. Vous nous allez dire que c'était la fin du monde. Ça n'a pas été la fin du monde. Ça a été fourniture d'avions. Vous nous avez dit que c'était la fin du monde. Ça n'a pas été la fin du monde. Ça a été la fourniture de missiles. Maintenant, les missiles sont débridés. Il n'y a plus de limite à l'usage sur des cibles militaires et stratégiques de ces missiles. Et par ailleurs, une force d'interposition européenne ou de l'Alliance, ça dépendra des Américains, parce que là, ils ont la main, parce que ça doit être consensuel, se mettra en place, et donc, d'ores et déjà, toute prochaine salve de missiles en Ukraine ou qui déborderait de l'Ukraine serait une attaque contre les forces. Je vous lis ce que dit la Pologne. Il est clair que ce type d'exercice, il parle des exercices Zapad qui se déroulent exactement, on a toujours la carte ici, en partie en Russie, mais en partie en Biélorussie. D'où viennent une partie de ces missiles. Et les Biélorusses ont bien compris ce qui se passait, eux. C'est M. Loukachenko est tout sauf stupide. Il a commencé à prévenir les Polonais, les Ukrainiens que c'était pas chez lui, qu'il y pouvait rien, et que lui-même avait essayé d'abattre une partie de ces missiles qui avaient échappé à on ne sait pas bien qui.
Et ces déclarations donc de la Pologne, il est clair que ce type d'exercice est agressif de la part de la Russie et de la Biélorussie. Leur cible est le corridor de Suwałki. Vous dites que c'est pas possible, les Polonais disent que c'est possible. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est cette région-là. Le corridor de Suwałki est essentiel à la survie de Kaliningrad. C'est cette région-là qui est la poudrière de l'Europe, une des poudrières. Bien sûr. Non, mais Géorgie. Il faut écouter Gorbatchev. En fait, tout est dans la négociation avec Gorbatchev. Vous l'avez dans mon tout premier ouvrage il y a longtemps sur la guerre. Je le raconte dans Opération Zelensky en expliquant pourquoi et comment tout ça s'est structuré. Mais aujourd'hui, clairement, Géorgie, Ukraine, Kaliningrad, donc le corridor, sont les éléments centraux de la tension et ce sont les éléments où il faut toujours aller sur la pointe des pieds. Comme ça n'est pas le cas et que depuis désormais une dizaine d'années, la question est devenue ultra sensible, que nous n'avons pas entendu ni écouté les Russes, parce qu'il faut bien dire que de ce point de vue-là, ils n'ont jamais changé de discours, pas plus Evgeny Primakov, Premier ministre de Boris Eltsine, que les deux présidents qui ont suivi, dont le président Medvedev et le président Poutine. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, puisqu'il faut prendre en compte ce qui vient de se produire, qui n'est pas un petit missile, c'est le 4e ou 5e drone ou missile qui tombe en petits morceaux, un ukrainien d'ailleurs, un antimissile ukrainien et puis 4 ou 5 russes. Là, 19 d'un seul coup, dans une profondeur aussi importante, avec une obligation de riposte multinationale, parce que ce ne sont pas que les Polonais, nous sommes dans quelque chose d'autre, une escalade. L'escalade a eu lieu. Et il y a une forme de déni en Europe de l'Ouest. Pourquoi ? Encore une fois, mettons-nous dans la tête, si c'est arrivé en France, si 19 drones allemands, russes, qu'on voudra, quel que soit l'ennemi, pénétraient sur le territoire national, ce serait évidemment une ébullition. Là, en France, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, alors que les Polonais nous parlent de guerre imminente. Parce que la dernière fois que les Polonais n'ont pas parlé de guerre imminente, on a fini avec une guerre mondiale. Tout le monde a il se trouve qu'il y a des gens qui ont de la mémoire. Et donc, on ne joue avec la vie des gens et des nations qu'avec une extraordinaire prudence. Par contre, quand on fait semblant de ne jamais écouter ni comprendre ce qu'est la logique de l'adversaire, on ne peut pas lui répondre. Les Russes expliquent à longueur de temps qu'ils ne comprennent rien à ce que fait l'Occident, puisque nous ne leur parlons pas un langage compréhensible. On ne peut pas faire pas d'escalade contre eux, escalade pour la désescalade. Ça fait des années que je vous le dis, depuis le début de cette guerre, je suis venu expliquer ce qu'était la doctrine militaire russe. Vous reconnaîtrez, cher Darius, qu'elle n'a pas bougé d'un millimètre, pas d'un millimètre. Ce que j'ai écrit il y a presque 5 ans est toujours aussi exact du point de vue de leur doctrine militaire. Rien n'a changé et nous faisons toujours semblant de ne pas comprendre ce qu'ils nous disent. Nous hurlent. Un jour, il faudra qu'ils nous le chantent peut-être. Ce qui est en train de se passer de l'autre côté des Russes, cette nouvelle base secrète pour les Oreshnik, c'est Radio Free Europe qui en a rendu compte. Des travaux de construction sont en cours sur ce site en Biélorussie, toujours. Oui, et d'ailleurs, ça apparaît. Je recommande votre livre. Vous l'avez là, Opération Zelensky, qui montre à quel point l'Ukraine est l'épicentre de quelque chose. L'affaire ukrainienne n'est qu'un épicentre. Et tout autour, ça va rayonner. Mais on a commencé par l'affaire géorgienne. Vous vous rappelez, avec l'invasion de la Géorgie, arrêtée à mi-chemin ou quasiment au bord de la capitale par l'intervention de Nicolas Sarkozy, alors président de l'Union européenne, qui ne faisait pas que blablater. Et aujourd'hui, je ne sais pas à qui s'adresse votre remarque, mais quoi qu'il en soit, à ceux qui blablatent et qui ne font pas. Les travaux de construction sont en cours sur un site en Biélorussie qui, selon les experts, ressemble à une installation militaire qui pourrait potentiellement abriter des missiles stratégiques. On voit ces Alors, ce ne sont pas des missiles stratégiques, ce sont des missiles tactiques, puisque Vladimir Poutine l'a annoncé. Comme d'habitude, il l'a dit l'année dernière, on a déjà tout oublié. Mais il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. On ne peut pas lui reprocher la dissimulation. On peut lui reprocher la narration, l'explication, le fait d'expliquer qu'il a été agressé sauvagement par des méchants Ukrainiens, y compris dans son lit. Mais depuis le début, il annonce ce qu'il fait, ce qu'il va faire et comment il va le faire, et nous n'écoutons jamais rien. Quel est le risque ? Alors, on est entré dans un engrenage. Là, on n'est plus à dire, comme vous le dites, ça a commencé d'une certaine façon. Ça a commencé, oui. C'est vraiment un cap ce soir. Parce que un joueur dit que pourrait faire. Non, on n'est plus dans les que pourrait. À un missile, c'est une erreur. À 2, c'est un barbu de barbu des barbouzes. Il n'y a pas rien changé. Je salue votre sens de la formule. Si les circonstances n'est pas si grave, ça ferait sourire. Quoi qu'il en soit, quand Trump dit on y est, il a cette formule disant ça y est.
Cette fois, là, on peut lui reconnaître ce sens. Alors on verra si c'est suivi des faits. Mais c'est tout le problème. C'est la cohérence de la suite par rapport à ses propres enjeux, qui sont, j'ai tellement dit que l'Ukraine, non, les Russes étaient gentils, j'ai essayé de... Mais à un moment... Il peut démontrer, d'ailleurs, vous avez des risques qui se révèlent, par exemple, au Venezuela. La marine américaine est au bord d'une opération militaire lourde. Dites bien à quel point, et pour l'Europe, et pour la sécurité de l'Europe, et dans la vision de Trump, la Pologne, c'est un énorme morceau. Là, on ne parle pas d'un petit bout de la Géorgie, en respect à la Géorgie et la Moldavie. Non, il y a une puissante communauté polonaise aux États-Unis. Zbigniew Brzezinski, qui était le grand concepteur à la fois de la chute de l'Afghanistan, désastre, et l'effondrement de l'Union soviétique, mais qui voulait sauver la Russie, mais qui expliquait que la Russie et l'Ukraine étaient un empire et qu'il fallait les couper en deux pour avoir deux pays. Lui, il avait bien compris, mais il voulait garder une Russie saine, et il était un des artisans de pas un pouce à l'Est. Il était le premier à comprendre qu'il fallait avoir une espèce de zone neutre, économique ouverte, une Eurasie, mais pas de militaire. Comment là, comprenez-vous on est que Poutine s'en prenne tout de suite au gros morceau? Parce qu'on aurait pu s'attendre... Parce que c'est le gros morceau. Oui, mais je finis. Il aurait pu s'attendre qu'il s'attaque aux Baltes, ou bien qu'il s'attaque à la Moldavie, ou à la Géorgie, etc. Pas essentiel. Non. Il a la plus grosse puissance conventionnelle. Il y a un président nationaliste plutôt prêt à la discussion, un peu comme Orban, le Premier ministre Orban en Hongrie. Très anti-russe, contrairement à Orban. Oui, mais prêt à une sorte de discussion, on n'est pas là pour se faire la guerre, etc. Et vous avez le morceau le plus dur. Il va se dire, je vais taper le dur pour voir si c'est vraiment dur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Enfin, bien sûr. Oui, vous y attendez à tout. Ah non, cette provocation, cette ampleur de provocation. J'entendais beaucoup de spécialistes dire non, il commencera par des petits morceaux. Il commencera par Géorgie, Moldavie, Pays-Bas. Non, j'ai jamais cru. J'ai pensé que le jour où il ferait une provocation ou une agression, il irait dans le dur, parce qu'il teste toujours le plus dur. C'est comme ça qu'il fonctionne depuis toujours. Il a commencé avec la Tchétchénie, il a perdu la guerre, puis il en a fait une deuxième que cette fois il a gagné parce qu'il a appris de la première défaite, et les Européens ont cru au narratif officiel qui était que c'était de méchants djihadistes, alors que c'était des nationalistes. L'ancien patron des forces américaines en Europe dit exactement ce que vous dites. Il est en train de tester l'OTAN, et il est en train de la tester au plus haut niveau. Ça n'était évidemment pas un accident vu le nombre de drones, c'était une répétition. Oui. Pour sonder et déterminer l'efficacité de nos systèmes d'alerte précoce et nos temps de réaction. Absolument. Tout ça est exactement ce qui est en train de se passer. Et je crois que nous sommes en train de faire la démonstration, j'espère me tromper, que le dur est très mou. La Pologne, on ne peut pas dire que la Pologne... Non, mais l'Alliance. C'est très inquiétant, ça. Écoutez, les Néerlandais ont fait le boulot. Je pense que les Français, au nom de leur histoire et de la relation spécifique qu'ils ont avec la Pologne, pour des raisons que je viens d'expliquer, et de la communauté qui existe ici, et de la relation historique qui existe, est là. Mais l'arrivée de notre De Gaulle de secours n'est pas encore annoncée, au vu de l'état de la scène politique française. Alors, nous avons un avantage. Le ministre des Armées est devenu Premier ministre. Au moins, il sait de quoi il parle. Et il est un des fervents acteurs du réarmement national, de la capacité à remettre de la défense opérationnelle en place, etc. Mais tout ça ne va pas se faire en 3 secondes. Donc la question est, jusqu'où va la détermination de la France dans son alliance avec la Pologne, jusqu'où va la détermination des pays qui sont capables d'investir lourdement dans un éventuel soutien militaire actif à l'Ukraine comme signal de « nous avons bien compris le message, voici la réponse ». Quel est à vos yeux le risque de guerre préventive, c'est-à-dire que dans cette espèce de surenchère où les Russes prétendent qu'ils sont menacés, ils attaquent eux-mêmes en premier? Restons un instant à ce qu'on avait commencé, c'est-à-dire cette base en Biélorussie avec ses photos satellites. Oui, elle ne va pas être finie demain. Bien sûr. Après un premier lancement, qu'on comprenne bien ces Oreshnik dont les Russes font tellement de cas. Après un premier lancement sur la ville de Dnipro en novembre, Moscou va passer à la vitesse supérieure en testant son Oreshnik sous une version nucléaire. Il peut porter le nucléaire et le conventionnel. Les deux. C'est la plupart des nouveaux missiles, y compris les Chinois que nous avons vus ensemble en défilé, sont des hybrides mixtes et parfois multi-cibles. En l'occurrence, cet exercice Zapad 2025, je crois qu'ils en font régulièrement. Oui, il y a eu un Zapad l'année dernière, un Zapad l'année d'avant. Quel sera le sens de cet exercice-là? Ça, la démonstration de la puissance. C'est la parade militaire de Pékin en plus long. On présente tout, on montre tout et on expérimente tout et on explique que c'est pas seulement des
teste, mais qu'on est capable de les produire en série. Ce que les Chinois ont fait, c'est pas la surprise de l'existence d'une partie de leur matériel, c'est la quantité de matériel qu'ils étaient capables de montrer, de préparer, d'organiser et de faire défiler. Quel est maintenant le scénario de l'engrenage? Arrêtons-nous à cela. Quand Vladimir Poutine dit « si des troupes occidentales, européennes se trouvent sur le territoire de l'Ukraine, ce seront des cibles légitimes », est-ce qu'il est en train de dire « ce sera le début de quelque chose » ? Il est en train de dire si vous envoyez des troupes, ça sera la fin du monde, mais il dit ça tout le temps. Et la question, c'est que justement, nous y croyons. Ça ne sera la fin du monde que si nous ne répondons pas à Vladimir Poutine sur un terrain et un langage qu'il comprend, qui n'est pas la provocation, mais qui est... Voilà. Je vous avais raconté un jour un très proche de Vladimir Poutine expliquant la réaction qu'il avait eue après la réponse de Joe Biden. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quelques semaines, quelques mois peut-être, après l'invasion de l'Ukraine. Et je disais, moi je m'étais trompé, je ne pensais que jamais vous n'interviendrez au nord, mais je croyais que vous feriez l'intervention au sud. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous y êtes allé. Et il dit, mais parce qu'on n'a rien compris à la réponse de Biden. Quand Biden dit, nous ne ferons rien, on s'est dit, on peut y aller. Si Biden nous avait dit, on envoie 300 casques bleus, blancs, rouges à petits pois, bleu, blanc, rouge, désarmés à Kiev ou à Kharkov, jamais nous n'aurions touché un cheveu des soldats américains, car ça aurait été la fin du monde. Vous voyez, eux-mêmes ont une logique très structurelle, mais ils veulent qu'on leur parle un langage qu'ils comprennent. L'absence de réponse, l'idée que nous avons, nous, de pas d'escalade, pour eux, c'est de la faiblesse, de la mièvrerie, de la lâcheté. Et donc, ils nous méprisent. Or, les Occidentaux sont conscients de l'escalade. Déclaration à l'instant du président de la République sur Twitter. Je viens d'échanger avec le Premier ministre polonais et avec le secrétaire général de l'OTAN après l'incursion de plusieurs drones russes dans l'espace aérien polonais. Ces incursions sont intolérables. Nouvelle démonstration de l'attitude escalatoire de la Russie. J'ai réitéré le plein soutien de la France à la Pologne, souligné notre disponibilité à contribuer davantage au renforcement de la défense aérienne de la Pologne et de la sécurité du flanc est de l'OTAN. Dans quelques instants, on entendra l'ambassadeur de Pologne en France qui nous dira ce que la Pologne attend, notamment de la France. Qu'on comprenne bien, d'après vous, que pourrait faire ce soir l'OTAN? Je rappelle, la Pologne demande l'activation de l'article 4, donc c'est un article où, on parle avant de faire, parce que c'est obligatoire. Ça, c'est normal. C'est la concertation doit être consensuelle. Et d'ailleurs, le Conseil de l'OTAN a lieu aujourd'hui. Il a déjà lieu. Il n'y a pas besoin de le convoquer. À la suite de quoi on décide éventuellement de faire appliquer l'article 5, ce que la Pologne n'a pas demandé, car elle est agressée, mais pas envahie. Voilà. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN ni du Conseil de l'Atlantique. Et la question est, par exemple, si la Pologne disait, afin de mieux défendre notre flanc, nous avançons de défense antiaérienne en Ukraine. Défense anti-aérienne avancée pour être plus efficace au nord et à l'est. Et donc c'est un acte qui pourrait être considéré comme agressif par la Russie, sauf que c'est un acte de défense antimissile lié à une agression russe délibérée. Si la France, par exemple, décidait de s'associer à ce processus en déployant d'autres avions ou des défenses antimissiles, même si c'est pas l'outil que nous avons de plus efficace, mais c'est symbolique, c'est un message que comprennent les Russes. Ce ne sont pas des troupes armées qui visent à combattre, ce sont des unités de défense anti-aérienne, mais qui rentrent sur le territoire ukrainien et qui marquent une escalade pour la désescalade, langage que comprennent les Russes. La puissance américaine prend très au sérieux ce qui est en train de se passer. Ce sont les déclarations de Donald Trump. Regardez, où il a cette formule ambiguë qui évidemment donne à la fois une sorte de vertige à la planète entière. Il dit on y est, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais avec des drones? Et vous soulignez il y a quelques instants l'importance de la Pologne dans la réalité et dans l'imagination de Donald Trump. C'est parti, dit-il. Qu'est-ce qu'il peut entendre par là? Qu'il a peut-être décidé, de débrider une partie des missiles ukrainiens qui sont curieux puisqu'ils peuvent le défendre mais pas attaquer l'agresseur, qu'il peut permettre une intervention d'une partie des forces de défense antiaérienne de l'OTAN d'avancer en territoire ukrainien, de renforcer effectivement les défenses antiaériennes polonaises. Donc il y a toute une série d'options. Mais l'absence de réponse
voudra montrer l'incapacité de l'Union et de l'Alliance à entrer dans une situation de compréhension avec la Russie. Qu'on comprenne bien, quand on regarde la carte, on se rend compte qu'il y a des forces très importantes américaines en Pologne. Pour eux, notamment, je crois que c'est l'aéroport de Rzeszów, qui est vraiment une base très importante. C'est une base stratégique. Oui, elle est utilisée, hein. Elle permet les livraisons d'armes, des échanges, des transferts d'équipements, mais évidemment, elle n'est pas active en matière dans le conflit de manière directe, même si à plusieurs reprises il a été sous-entendu que ce soit en Roumanie, en Pologne ou ailleurs, les bases de transfert d'armement vers l'Ukraine pourraient être, je cite le président Medvedev, des cibles légitimes parce que après tout, ces armes visaient à tuer des soldats russes, envahisseurs de l'Ukraine, ou coréens du Nord. Regardez la carte. Hein. Les États-Unis d'Amérique ont des moyens si considérables. On peut laisser la carte pour bien qu'on comprenne. C'est-à-dire, ils ont des troupes, ils ont beaucoup d'armes, beaucoup d'avions en Europe. Si eux veulent faire pièce à la Russie, ils ont des moyens considérables. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs l'enjeu général de la non-intervention des Américains, qui veulent d'ailleurs réduire massivement cette présence pour se réorienter vers le pivot indo-pacifique depuis le président Obama, et qui a encore plus envie depuis la démonstration de puissance de la Chine lors de la parade avec le président Poutine, le président coréen, le président iranien, qui lui-même d'ailleurs, Iran, qui est en train de reconstruire sa puissance nucléaire discrètement, sans que personne le regarde, mais avec détermination. Et vous avez vu d'ailleurs ce qui s'est produit à Doha avec l'opération israélienne. On n'est pas à l'abri de nouveaux raids israéliens visant à remettre à plat à la fois le Hamas, y compris ses principaux dirigeants, ce qui a raté, semble-t-il, enfin en partie, mais aussi l'Iran, qui est en train, sur le fameux 4e site, et peut-être sur celui qui n'aurait pas été totalement détruit, je ne veux pas me mettre en difficulté avec le président Trump par rapport à sa déclaration liminaire, mais où, semble-t-il, on est toujours à la recherche des 400 kilos d'uranium extrêmement enrichi qui n'ont toujours pas été retrouvés. L'importance historique de la région. Rappelez bien, tout à l'heure, dans quelques minutes, on va entendre l'ambassadeur de Pologne en France. La Pologne, c'est le pays qui a été agressé si durement par les soviétiques, par les Allemands, par les Allemands, qui a été découpé, démembré au XVIIIe siècle, déplacé littéralement. Dans l'histoire de l'Europe, tant de guerres ont commencé là. Oui. C'est notre rôle de nous rappeler notre solidarité, notre amitié historique avec la Pologne, en évitant le conflit. Mais l'évitement du conflit, c'est pas s'aplatir pour éviter le conflit. La dimension passionnelle, on sait à quel point toute personne qui va en Pologne ou en Russie mesure à quel point il y a un passif quasi psychologique. La haine, il faut dire ce qu'il y a, la haine russo-polonaise. Oui, bien sûr, c'est un sujet qui est propre à ces deux peuples, à leur histoire, à la problématique de l'orthodoxie par rapport au catholicisme. C'est d'ailleurs un sujet qui n'est pas tout à fait secondaire dans le découpage politique et historique et linguistique de l'Ukraine. C'est un sujet beaucoup plus compliqué que celui-là, mais là, on est parti pour plusieurs heures ou plusieurs semaines d'analyse rétrospective et géolinguistique. Mais dans la réalité, l'alliance, elle doit être maintenue, et cette alliance, c'est celle naturelle entre la France et la Pologne, même s'il n'y avait pas d'alliance et même s'il n'y avait pas d'Union européenne, ou alors qu'il n'y aurait plus d'alliance ou qu'elle ne réagirait pas et que l'Union européenne ferait la preuve habituelle de son inexistence. Alain Bouher, je recommande très vivement votre livre Opération Zelensky, CCG First Edition, et aussi votre livre Menace sur Taïwan, puisque évidemment, ça c'est la guerre qui vient. Là, on est dans la guerre qui est. La suite de l'histoire. Je retiens de votre intervention cette considération très forte que Poutine a commencé ce soir, aujourd'hui, 10 septembre, une opération en prenant de front le pays. Il nous a testé clairement avec le pays le plus dur. L'armée conventionnelle la plus importante de l'Europe. Oui, et la plus moderne, désormais. Qu'est-ce que ça indique sur la suite potentielle des événements ? La seule indication, c'est réponse ou pas réponse. C'est facile, c'est Munich, on s'aplatit, ou c'est pas Munich. Mais c'est un choix. Et désormais, Vladimir Poutine, qu'il faut remercier très chaleureusement de nous avoir imposé... Vous lui enverrez un petit carton. Oui, des chocolats. Le moment est venu que l'Union européenne existe et que l'Alliance atlantique réexiste. L'audace de Poutine, l'audace de s'attaquer à la Pologne. Insistons là-dessus, rappelons, parce que là, il se heurte à l'OTAN, à l'Union européenne. Il occupait déjà 20% de la Géorgie. La Géorgie, par rapport, l'enjeu est très faible. La Géorgie n'est pas dans l'OTAN. Mais pourtant, la Moldavie n'est pas dans l'OTAN.
En Géorgie, l'Union européenne a réagi parce que son dirigeant de l'époque, président français, a pu pousser l'Union européenne et aller voir Vladimir Poutine pour lui parler un langage qu'il comprenait. Ça n'a pas permis de récupérer le territoire géorgien,